Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les principales pathologies ou anomalies qui peuvent toucher l'hémostase primaire. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc l'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent de prévenir l'hémorragie spontanée et qui permettent de l'arrêt du saignement s'il y a une rupture vasculaire, en permettant donc en gardant la fluidité du sang. Les étapes de l'hémostase, on l'a vu déjà hier, l'hémostase primaire, coagulation, ensuite fibrinolyse, hémostase primaire qui aboutit à la formation de thrombus blanc qui va être consolidé et renforcé par le réseau de fibrine, ce qu'on appelle coagulation. Ensuite, il va être dissous pour reperméabilisation de vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle le mécanisme de fibrinolyse. Et dans chaque étape, il y a des intervenants, il y a des acteurs. Dans l'hémostase primaire, principal intervenant, c'est euh, donc les principaux acteurs. Donc, on a cellule endothéliale qui est la paroi vasculaire, plaquettes, facteur de von Willebrand, fibrinogène. Cellule endothéliale, c'est caractéristique avec l'endothélium, sous-endothélium et la membrane basale. Et on a la plaquette qui est le maître de l'orchestre, donc chef d'orchestre. On a facteur de von Willebrand et fibrinogène. Facteur de von Willebrand, c'est une protéine qui est synthétisée essentiellement par les cellules endothéliales et par les mégakaryocytes qui sont les cellules précurseurs de plaquettes. Leur rôle, c'est ils servent de pont entre le sous-endothélium et les plaquettes, permettent l'adhésion. Et deuxième rôle également dans la protection du facteur 8 de la coagulation, l'anti-hémophilique A. Ensuite, on a fibrinogène qui permet l'adhésion, donc il a double rôle dans l'hémostase primaire et rôle dans c'est le premier facteur de la coagulation. Donc, fibrinogène, il permet de l'agrégation. Donc, c'est un pont entre deux plaquettes. Voilà. Donc, le facteur de von Willebrand, il lie les plaquettes grâce au GPMB9. Et pour fibrinogène, se lie plaquette grâce au GP2B3A. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier dans l'hémostase primaire. Donc plaquettes, on a vu que les plaquettes sont produites grâce à la mégakaryopoïèse qui aboutit à la formation de plaquettes. Donc à partir d'une cellule, ça au niveau de la moelle, à partir d'une cellule souche qui va donner des mégacaryoblastes, ensuite mégakaryocytes, ensuite des plaquettes. Particularité de la thrombopoïèse, c'est qu'il y a il n'y a pas de mitose. C'est ce qu'on appelle les endomitoses, c'est-à-dire les plaquettes sont produites par détachement de cytoplasme. Détachement de cytoplasme. Fragmentation du cytoplasme qui va donner, c'est les fragments de cytoplasme qui vont donner les plaquettes. Donc c'est ça le mécanisme de production de plaquettes. Et le facteur qui intervient, le stimulateur, comme l'érythropoïèse liée à l'érythropoïétine et les autres facteurs, pour la mégakaryopoïèse, c'est la thrombopoïétine. Voilà. Ensuite, on va voir donc le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, on a un temps vasculaire, ensuite un temps plaquettaire. Le temps vasculaire, donc, c'est la vasoconstriction. Ensuite, le temps plaquettaire, on a l'adhésion. Ensuite, l'immobilisation. Après l'immobilisation, donc, il y aura donc, renforcement de l'adhésion. Et il y aura activation et changement de forme et libération de contenu de granules, que ce soit les granules alpha ou granules denses. Ces substances, elles vont recruter augmenter l'agrégation et recruter d'autres plaquettes. Donc voilà l'agrégation
Ça, c'est l'addition qui va être renforcée. Ensuite, l'agrégation, c'est grâce au l'agrégation, c'est grâce au fibrinogène via le GP2B3A. Donc, voilà l'agrégation pour former le clou plaquettaire. Donc, ça, c'est les différentes, la vasoconstriction, l'addition, l'agrégation. Donc, c'est les différentes étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est les quatre acteurs et intervenants de l'hémostase primaire et les trois étapes. Construction, vasoconstriction, c'est le temps plaquettaire, l'adhésion, ensuite l'agrégation. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'hémostase primaire. Donc l'exploration de... Ensuite, on vient à l'exploration de l'hémostase primaire. Comment on explore l'hémostase primaire? Donc on a déjà vu ce qu'on appelle le temps de saignement. Le temps de saignement, c'est le temps qui explore l'hémostase dans sa globalité. Donc, il y a des méthodes qui sont abandonnées comme la méthode de Duc. Méthode d'Evy, c'est le temps de saignement, donc elle est utilisée donc pour la méthodologie, il suffit de lire. Donc, la méthode de Duc au niveau du lobule de l'oreille, on fait une petite incision. Ensuite, on recueille le sang toutes les 30 secondes jusqu'à l'arrêt du saignement. Normalement, le temps de saignement, au bout de 5 minutes, c'est bon. C'est-à-dire, il y a la formation du flot plaquettaire. On a dit que l'hémostase primaire, euh, à lui seul, permet de arrêter le saignement dans les petits capillaires. Pour la méthode d'Ivy, elle est plus sensible, donc elle consiste à inciser à l'avant-bras sur 4 mm de long en faisant donc une pression de 40 mm de mercure. Ensuite, on recueille le sang toutes les 30 secondes jusqu'à l'arrêt du saignement. Donc, c'est le temps, le norme, c'est entre 2 à 4. Il y a, si on fait une incision, c'est entre 4 à 8 minutes. Si on fait 3 points, c'est 2 à 4 minutes. Il faut retenir surtout 4 minutes. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur le temps de saignement. Il y a les autres, c'est temps d'occlusion. C'est le même principe. Donc ça rentre dans euh, l'exploration de l'hémostase dans sa globalité. Mais puisqu'on a dit qu'il y a quatre intervenants, donc pour explorer l'hémostase primaire, on doit explorer soit le vaisseau, soit plaquette, soit fibrinogène, soit facteur de von Willebrand. Donc, pour l'exploration de ce qui nous intéresse, donc le facteur de von Willebrand et fibrinogène, on peut faire les dosages. Donc, euh, pour le vaisseau, il y a des capillaroscopies, donc il y a des méthodes qui sont faites pour, qui sont d'autres méthodes qui explorent le vaisseau, la paroi vasculaire. Mais ce qui est le maître donc et le chef d'orchestre, c'est le plaquette. Donc, on fait l'exploration des plaquettes. L'exploration des plaquettes, on a soit l'étude quantitative ou bien l'étude qualitative. L'étude quantitative, c'est on a un problème quantitatif, ce qu'on appelle une thrombopénie, diminution des plaquettes, thrombopénie. Au-dessus de 450 000, 350 000, non, c'est 450 000, donc thrombocytose. Mais inférieur à 150 000, c'est une thrombopénie. L'étude qualitative en cas de thrombopathie. Donc voilà pour ce qui concerne l'exploration des plaquettes. Donc, si on revient à la pathologie, on a vu tout ce qui est physiologie, on a fait un petit rappel. Donc, quels sont les troubles qui peuvent toucher l'hémostase primaire? Donc, les troubles, soit on a une anomalie du vaisseau, si on a un saignement qui est spontané, si on a un saignement spontané. Donc, qu'est-ce qu'on a? Soit un problème de vaisseau, soit fragilité vasculaire qui est immunologique, comme le purpura rhéumatoïde, purpura, immuno, purpura rhéumatoïde, on a ce qu'on appelle la maladie de Randy-Osler, c'est la fragilité capillaire. On a les maladies immunologiques qui peuvent donner des vascularites.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les purpura vasculaires, quand il y a atteinte du vaisseau. Parfois, c'est souvent immunologique. Et ces caractéristiques d'origine, c'est un purpura qui est orthostatique. Il n'y a pas anomalie de plaquettes ou bien d'autres facteurs. C'est vraiment les zones d'équilibre, donc les parties donc purpura orthostatique. Donc voilà. Pour les anomalies quantitatives des plaquettes, on a le thrombopénie ou bien thrombocytémie. Si on est inférieur à 150 000, c'est une thrombopénie. Supérieure à 450 000, c'est une thrombocytose. Les anomalies qualitatives des plaquettes, donc, c'est les thrombopathies. Que ce soit une thrombopathie d'origine acquise, donc, comme quand on prend de l'aspirine, on peut avoir une anomalie, donc ça va affecter la qualité des plaquettes. Donc, ça va donner des thrombopathies. En cas d'autres hémopathies malignes, comme le leucémie myéloïde chronique ou les syndromes myéloprolifératifs, ils peuvent donner des thrombopathies. Congénital, c'est Jean-Bernard Soulier et Glanzmann, etc. Donc, thrombopathie, c'est la qualité des plaquettes. Les plaquettes ne vont pas exercer leur rôle convenablement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si on a un problème dans les GP, par exemple un déficit en GP2B, 3A, il y a un déficit, il y a un problème au niveau des GP. Donc, il n'y aura pas une agrégation. Donc, il y a un problème d'agrégation. Donc le taux de plaquettes, il est normal, mais la qualité n'est pas bonne, donc il n'y aura pas d'agrégation. S'il y a un problème de GP1, 1B, donc il n'y aura pas une adhésion, facteur de von Willebrand. Donc voilà, c'est un problème d'adhésion, donc sans rentrer trop dans les détails. Les autres facteurs, déficit soit dans le facteur de von Willebrand, c'est la maladie hémorragique qui est fréquente, c'est la maladie de von Willebrand. On a l'hypoafibrinogénémie qui est une maladie héréditaire qui est rare. Donc, anomalie qualitative fibrinogène, c'est les dysfibrinogénémies. Donc ça, c'est les troubles de l'hémostase primaire, soit problèmes vasculaires, surtout immunologiques, soit les problèmes qualitatifs ou quantitatifs des plaquettes, soit problèmes des autres facteurs, que ce soit fibrinogène ou bien le facteur de von Willebrand. On va voir les purpura thrombopéniques. On va s'intéresser beaucoup plus. La cause la plus fréquente de troubles de l'hémostase primaire, c'est les thrombopénies. C'est ça la cause la plus fréquente. C'est pour ça qu'on va s'intéresser sur les purpura thrombopéniques. Les autres causes, c'est vraiment les autres causes, comme les thrombopathies, existent, mais sont moins fréquentes que les purpura thrombopéniques. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur les purpura thrombopéniques. Donc, purpura thrombopéniques, c'est des hémorragies cutanées à type de pétichie, échymose, vipice, associées à des hémorragies muqueuses. Caractéristique de ce syndrome hémorragique, qu'il ne s'efface pas à la vitropression. Donc, c'est purpura. Voilà. Apparaît souvent d'une façon spontanée. Spontanée. Il y a donc, c'est pour ça l'hémostase, il évite qu'il y ait de l'hémorragie spontanée. Voilà, surtout ça. Donc, hémorragie spontanée. Quand il y a l'hémostase primaire qui est touchée, donc on a des hémorragies qui sont type purpura, type pétéchie, et ils sont spontanés. Quand l'anomalie touche la coagulation, la deuxième étape, qui sert de renforcer la première étape, donc c'est généralement des hémorragies qui sont provoquées. Mais c'est des grandes hémorragies, les hématomes, voilà. Donc, c'est pas comme si on a une atteinte l'hémostase primaire. Si on a une atteinte l'hémostase primaire, c'est surtout des hémorragies spontanées de type échymose, vipice et pétéchie. Et c'est des purpura qui ne s'effacent pas à la vitropression. Donc ça, c'est un élément d'orientation clinique. Si un patient vient, il se présente au niveau des urgences et
il vient pour apparition d'un syndrome hémorragique à type de purpura pétechiale qui est diffus et qui est spontané, donc sans qu'il y ait un traumatisme ou bien d'autres causes. Donc, on suspecte l'atteinte de l'hémostase primaire. Et vu que les thrombopénies, c'est les plus fréquentes, donc on commence par explorer les plaquettes. On fait une numération formée sanguine, on va trouver une thrombopénie le plus souvent. Donc, le syndrome hémorragique, les caractéristiques de l'atteinte de l'hémostase primaire, on a soit cutané, c'est les pétégies, ecchymoses et VPIS, muqueux, c'est les hémorragies rétiniennes, c'est les petits vaisseaux. On parle toujours des petits vaisseaux. Épistaxis, gingivorragie, ménométrorragie, hématurie. Ça, c'est le saignement muqueux. Viscéral, c'est l'hémorragie cérébro-méningée. Pétéchie, donc, c'est des ponctuations pourpres en tête d'épingle, plane, maculaire de 1 à 2 mm et qui ne s'effacent pas à la vitropression. Donc ça, c'est les pétéchies sont de petite taille, c'est des petits points. Les échymoses sont plus de 2 à 3 cm. Donc voilà, échymose, donc c'est une suffusion hémorragique au placard bleu-violacé. C'est simple. Et les vébis, c'est des stries échymotiques linéaires, surtout au niveau des plis de flexion. Au niveau des plis de flexion. Donc, la thrombopénie, par définition, elle est définie par un taux de plaquettes qui est inférieur à 150 000. Devant toute thrombopénie, on doit la confirmer par un frottis sanguin au doigt. Pourquoi? Pour éviter les fausses thrombopénies. On a dit dans les mathémétries, quand on a une thrombopénie, on doit compléter le frottis sanguin. Pourquoi? Frottis sanguin au doigt, pour permettre d'apprécier les agrégats plaquettaires. Pourquoi on fait un frottis sanguin au doigt? Pour permettre d'apprécier, pour qu'il y ait des agrégats, des amas plaquettaires. Parce que si on fait sur un tube EDTA, les plaquettes vont être dispersées parce qu'il y a un anticoagulant. Mais si on fait au doigt, il n'y aura pas un anticoagulant, donc il y aura formation des amas. Donc si on a des amas de 5, donc c'est une croix. Amas de 2, c'est 2 croix. Amas de 3, c'est 3 croix. Pardon. Amas de 5, c'est une croix. Amas de 10, c'est 2 croix. Et amas de 15 et plus, c'est 3 croix. Une croix, c'est l'équivalent de 50 000. Deux croix, c'est l'équivalent de 100 000. Trois croix, c'est l'équivalent de 150 000. On a parfois l'automate, quand les plaquettes sont et le frottis permet également d'apprécier la taille des plaquettes. Parfois, quand les plaquettes sont de grande taille, parce que normalement, elles sont de 7 microns de diamètre, ils passent au niveau d'un tube au niveau de l'automate qui permet de quantifier les plaquettes. Mais quand ils sont de grande taille, l'automate ne va pas les compter. Donc, on aura une thrombopénie sur l'hémogramme, mais si on fait le frottis, on va trouver les amas et des plaquettes de contact, ce qui va nous faire penser à une fausse thrombopénie. Donc, devant toute thrombopénie, on doit compléter par un frottis sanguin. Ça, c'est à retenir. Et c'est pour votre pratique en tant que médecin généraliste. Il n'y a pas de manifestation hémorragique. Donc, le seuil hémorragique, c'est 50 000. Également, ça, c'est à retenir. Donc, le seuil, on a peur des hémorragies à partir d'un seuil qui est à 50 000. Il y a un autre seuil, c'est le seuil de gravité. C'est-à-dire, il y a un risque d'hémorragie grave qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, qui met en jeu le pronostic vital quand le taux de plaquettes il est inférieur ou égal à 20 000. Donc, le seuil hémorragique, c'est 50 000 et le seuil de gravité, c'est 20 000. Quels sont les signes cliniques de gravité? Les signes cliniques, donc on a vu sur l'hémogramme, le seuil hémorragique c'est 50 000 et le seuil de gravité, on tire la sonnette d'alarme quand on est en dessous de 20 000. Déjà à 50 000, il y a un risque hémorragique et un risque hémorragique grave quand ça c'est inférieur à 20 000. Et cliniquement, on a parfois il vient le patient
pour un syndrome hémorragique. Comme l'anémie, on doit rechercher les signes d'intolérance. Par exemple, l'asthénie, la fatigue, l'hypotension, la tachycardie, ça, c'est les signes de tolérance et les signes d'intolérance de l'anémie. Pour le syndrome hémorragique, il y a des signes de gravité, donc de thrombopénie. Quels sont les signes de gravité cliniques? C'est les bulles hémorragiques endobuccales. Quand il y a des bulles endobuccales, c'est-à-dire on est en dessous de 20 000 et c'est un signe de gravité. C'est le premier signe. Donc, si le patient se présente pour syndrome hémorragique, il faut, première des choses, rechercher des bulles hémorragiques, rechercher des hémorragies viscérales. Est-ce qu'il y a de l'hématurie? Est-ce qu'il y a de saignement digestif, etc., rectorragie? Ça, c'est des signes de gravité. Il y a une muqueuse qui sont touchées, donc, ou bien trouble de la conscience, donc il y a atteinte cérébrale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est les hémorragies. On doit rechercher également les hémorragies rétiniennes par un fond d'œil. Donc, si on a 20 000 de plaquettes en-dessous, donc on a une thrombopénie sévère, on doit compléter par un fond d'œil à la recherche de l'hémorragie rétinienne. C'est un signe de gravité également. Et il y a ce qu'on appelle trouble de la conscience, bien sûr, c'est-à-dire il y a de l'hémorragie cérébrale. Donc là, il faut faire un fond d'œil pour voir l'hémorragie et également le nerf populaire et également TDM cérébral, la recherche d'hémorragie cérébrale. Donc voilà un examen de fond d'œil est systématique en cas de thrombopénie sévère qui témoigne un risque d'hémorragie intracrânienne. Voilà. Donc, ça, c'est pour la thrombopénie. Donc, la thrombopénie, elle a différents mécanismes. Donc, soit thrombopénie d'origine centrale, soit d'origine périphérique, la thrombopénie. Donc, on a deux causes de thrombopénie. Donc, les mécanismes. On a vu dans l'anémie qu'il y a l'anémie d'origine centrale, soit l'anémie d'origine périphérique, qui va permettre de faire la part des choses dans l'anémie. C'est le taux de réticulocyte. On a vu que le réticulocyte, c'est la dernière cellule produite. Si elle est produite en excès, c'est-à-dire le problème vient d'ailleurs, de la périphérie, s'ils ne sont pas produits en excès, donc un taux de réticulocyte qui est inférieur à 120 000. Donc c'est arrégénératif, c'est-à-dire le problème il est d'origine, il est central. On raisonne de la même façon avec la lignée mégacariocytaire avec les plaquettes. Quel est le reflet de régénération? C'est les mégacariocytes, c'est les cellules de la moelle. Donc on a vu que pour produire les plaquettes, donc c'est les mégacariocytes, c'est ça, les cellules qui vont produire les plaquettes. Donc au niveau de la moelle, donc pour dire que le problème de la thrombopénie il est d'origine centrale ou périphérique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, devant toute thrombopénie, on doit faire un médulogramme. On fait la moelle. Si on a beaucoup de mégas, donc le problème, il est périphérique. Donc, il y a un problème périphérique. La moelle, elle produit les mégas, il n'y a pas de problème. Mais si on fait la moelle et on ne trouve pas de mégas, donc le problème, il est central. Donc ça, c'est l'équivalence, si on peut dire, donc des réticulocytes, c'est le taux de l'appréciation des mégacariocytes. Donc elle est soit d'origine centrale, c'est on a des mégacariocytes qui sont rares ou absents, et d'origine périphérique, c'est les mégas sont présents et nombreux. Pour les étiologies, donc les thrombopénies d'origine centrale, d'origine centrale, c'est-à-dire, donc soit on a une thrombopénie qui est isolée, donc c'est toxique, c'est les médicaments qui vont agir sur les plaquettes et les mégacariocytes directement, soit congénitale, soit acquise, donc idiopathique, soit euh, la thrombopénie, elle est associée à d'autres cytopénies, à une anémie, à une post-cytopénie. Si on cite un exemple, on a vu déjà ça, une cause qui peut donner une thrombopénie, une anémie et une leucopénie. Donc, c'est la carence en FAP. Parce qu'il intervient dans la synthèse linéaire et peut toucher les trois lignées. Donc, une thrombopénie d'origine centrale qui peuvent être associée à d'autres cytopénies. Donc, c'est le syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire la moelle qui, avec le temps, elle va
être fatiguée, donc elle va être de mauvaise qualité. Elle va produire des cellules de mauvaise qualité secondaire à des mutations. Donc voilà, soit une aplasie médulaire, donc le problème il est toujours central, soit la moelle elle est envahie par des cellules anormales ou cellules jeunes. Donc elle va déprimer les autres lignées. Donc il y aura c'est comme la leucémie aiguë ou bien métastase. Donc ça c'est l'origine centrale. Donc ça c'est thrombopénie d'origine centrale. Ou bien la thrombopénie, elle est d'origine périphérique, donc il y a une destruction périphérique. Donc elle peut être une anomalie de répartition, la rate elle est de grande taille. Par exemple, on a de l'HTP, d'accord? Une cirrhose qui développe, le patient développe HTP, donc on a une splénomégalie et hépatomégalie. Cimetière des plaquettes et des globules rouges, c'est quoi? C'est le foie et c'est la rate et le foie. Si on a une hépatosplénomégalie, donc il y a une séquestration. Donc anomalie de répartition, il y aura une thrombopénie. Elle est d'origine périphérique, donc parce qu'il y a une organomégalie. Perte excessive, par exemple, échange plasmatique, euh, CEC pour la chirurgie cardiaque, etc. Il y aura une consommation des plaquettes. Soit une diminution de la durée de vie par consommation. Si on a un problème infectieux, un problème chirurgical, ou bien il y a une formation d'un caillot qui va consommer les plaquettes. Donc, ce qu'on appelle CIVT. Ou bien une destruction périphérique, ce qu'on appelle PTI ou bien purpura thrombopénique ou purpura primaire thrombopénie primaire immunologique ou purpura thrombopénique auto-immunologique, purpura thrombopénique auto-immune idiopathique. Donc ça, c'est les purpura immunologiques. C'est-à-dire, il y a des anticorps qui vont s'attaquer aux plaquettes, comme l'anémie hémolytique auto-immune. Donc, on a purpura thrombopénique immunologique, c'est des anticorps qui vont s'attaquer, et ce qu'on appelle purpura thrombopénique auto-immune idiopathique. Donc, PTI est une thrombopénie d'origine périphérique, d'origine auto-immune, liée à des auto-anticorps qui sont produits par le corps, dirigés contre les plaquettes, associés à une production médulaire inadaptée sans étiologie retrouvée. Donc, sur le plan physiopathologique, c'est des auto-anticorps qui s'attaquent aux plaquettes. Circonstances découvertes, c'est une question de pathologie. Donc, quelles sont les circonstances découvertes? Donc, le patient il vient pour syndrome hémorragique, pour purpura péticielle, puisque c'est les plaquettes qui sont touchées, donc c'est l'hémostase primaire qui est touchée. Donc, il y aura des hémorragies qui sont spontanées, type purpura péticielle. On peut avoir des hémorragies du muqueuse, etc. On a vu les types des hémorragies, soit cutanées, donc c'est le purpura péticielle, vibis ou des ecchymoses. On a soit hémorragie de la muqueuse. Voilà. Donc, découverte fortuite, on n'a pas une thrombopénie qui est hémorragique. Donc, le seuil est supérieur à 50 000. Donc, on n'aura pas de symptomatologie. Donc, si on fait un hémogramme, on trouve ça 110 000. Ce qu'on appelle découverte fortuite lors d'un hémogramme de façon systématique, etc. Donc, cliniquement, le début, il est généralement brutal, insidieux ou bien insidieux. Cliniquement, on a essentiellement purpura pétéchiale dans 80% des cas. Des ecchymoses, on a vu déjà c'est quoi pétéchie, c'est quoi ecchymose, c'est quoi vépice. Hémorragie muqueuse, des muqueuses, hémorragie viscérale, on notera ni fièvre, ni syndrome tumoral. C'est isolé, une thrombopénie isolée. Très bien. C'est un syndrome hémorragique qui est isolé. Dans le PTI, le syndrome hémorragique, il est isolé. Donc, qu'est-ce qu'on on demande un hémogramme? Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de l'hémogramme? Une thrombopénie isolée. Une thrombopénie isolée. On doit taux de globules blancs normal, taux d'hémoglobine normal. Il y a une thrombopénie. Puisqu'il y a syndrome hémorragique, c'est généralement inférieur à 50 000. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un frottis sanguin au doigt. Donc, on va confirmer la thrombopénie. Qu'est-ce qu'on doit bilan d'hémostase, il est inutile au diagnostic.
Donc, les auto-anticorps ils peuvent être mis en évidence par le test de MyPam, mais il n'est pas effectué de pratique donc courante. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a une thrombopénie. Formée, on a une thrombopénie. On la confirme au frottis sanguin. Devant toute thrombopénie, on doit faire un médulogramme. On fait un médulogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Des mégakaryocytes qui sont présents et nombreux. Donc, le problème, je vais dire que la thrombopénie, elle est d'origine périphérique. Donc, voilà. Ça, c'est les nouvelles recommandations. Il ne faut pas trop s'embrouiller avec ça. Donc, on ne va pas chercher. Et il faut garder Donc, il faut garder en tête, devant toute thrombopénie, il faut faire une moelle. Ça, c'est fixe. Ça, c'est une nouvelle recommandation. On peut éviter de faire, si on a par exemple une thrombopénie isolée chez un adulte qui est normal. Le tableau, il est évocateur de PTI. Donc, on peut traiter sans et on fait la moelle, on diffère la moelle si par exemple, si on a l'âge supérieur à 60 ans, on doit faire la moelle pour éliminer les syndromes dysplastique. S'il y a d'autres anomalies, par exemple une anémie associée, on doit faire la moelle. S'il y a une organomégalie, on doit faire la moelle. Absence de réponse aux corticoïdes, donc si on a un tableau évocateur de PTI, on commence le traitement corticoïde, le patient ne répond pas, on doit faire la moelle. Avant splénectomie, donc ça c'est les nouvelles recommandations pour quand est-ce qu'on fait la mort. Mais pour vous, il faut garder en tête, donc, devant toute thrombopénie, on doit faire la mort. Il faut rester euh, gardé. Donc, ce classique, donc, devant toute thrombopénie, on doit faire la mort. Donc, le diagnostic de PTI, comment on pose le diagnostic, quels sont les critères pour dire que je suis devant PTI. Donc, d'abord, on a le syndrome hémorragique cutanomique spontané, évocateur. Donc, si on a le patient, il vient pour un syndrome purpura-pétégique qui sont de façon spontanée ou bien des traumatismes minimes. Traumatisme minime, c'est pas vraiment un traumatisme. Donc, ça, c'est une caractéristique, un critère. Absence de splénomégalie. Il faut éliminer la splénomégalie. Donc, il n'y a pas de splénomégalie, il n'y a pas une consommation. Une thrombopénie qui est confirmée au frottis sanguin, inférieur à 50 000. Une moelle riche en mégakaryocytes. Et il faut éliminer toutes les causes décélables, donc toutes les causes qui peuvent induire une thrombopénie périphérique. Parce que, on va voir après, donc parce que dans le PTI, on doit faire un bilan étiologique, c'est-à-dire on est devant patient, il vient pour syndrome hémorragique, on fait l'hémogramme, on trouve une thrombopénie, on confirme la thrombopénie par le frottis sanguin, on fait la moelle, on retrouve des mégas qui sont présents et nombreux, donc le problème, il est périphérique. Le problème, il est périphérique. Il y a le PTI qui est primaire, idiopathique, ou bien secondaire. On peut avoir une maladie auto-immune, PTI, qui est secondaire. Secondaire, soit un syndrome lymphoprolifératif. Donc, on doit éliminer un syndrome lymphoprolifératif. On recherche les signes généraux, on recherche des adénopathies, on recherche splénomégalie, on fait téléthorax, échographie ou bien un scanner. S'il n'y a pas, donc, on élimine un syndrome lymphoprolifératif. Ça, c'est dans le bilan étiologique de PTI. On fait un bilan immunologique à la recherche de maladies de système. Par exemple, on élimine lupus, on élimine syndrome des antiphospholipides et on fait un bilan, les FAN, les auto-anticorps. Si ils sont négatifs, il n'y a pas un bilan d'auto-immunité qui est négatif, on fait une sérologie virale afin d'éliminer une thrombopénie immunologique secondaire à une hépatite B ou bien hépatite C ou à l'HIV. Donc, c'est la sérologie, elle est négative. C'est tout ce bilan, c'est ce qu'on appelle le bilan étiologique. Le plus important, c'est téléthorax, échographie, EPS, et recherche syndrome tumoral. Donc ça, c'est pour le syndrome lymphoprolifératif. Bilan immunologique à la recherche de maladies systémiques, par exemple lupus érythémateux disséminé et syndrome des antiphospholipides. Les FAN et le bilan de sable.
syndrome des antiphospholipides. Et on fait également des sérologies virales. VIH, surtout l'hépatite C et l'hépatite B. Si tout ça revient négatif et on a tous ces critères, donc on dit qu'on est devant purpura thrombopénique auto-immune idiopathique. Donc voilà comment on pose le diagnostic. Quels sont les diagnostics différentiels ou bien PTAI qui sont secondaires? Ça, ça c'est ce qu'on appelle les PTAI, soit secondaires, donc purpura thrombopénique auto-immune. Quels sont les donc ça, ce qu'on a vu là, c'est primaire, c'est idiopathique, on n'a pas de cause. Les secondaires, soit infection, on vient de l'expliquer, c'est pour ça qu'on fait le bilan étiologique. Maladie de système, surtout le lupus, ou bien le syndrome des antiphospholipides. Les syndromes lymphoprolifératifs, essentiellement leucémie lymphoïde chronique et les tumeurs solides. C'est pour ça qu'on fait des thorax, échographie, on recherche est-ce qu'il y a un terrain de néoplasie, maladie de système, on recherche la symptomatologie cutanée, articulaire, etc. Et les infections, on fait une sérologie. Donc ça, c'est pour le bilan étiologique. Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer une thrombopénie. C'est médicamenteux, ce qu'on appelle immunoallergique, soit allo-anticorps quand il y a une allo-immunisation après transfusion, etc. Donc, on résume ce qu'on vient on résume ce qu'on vient de dire. Donc, un patient qui se présente aux urgences pour un syndrome hémorragique. Vous avez un syndrome hémorragique évocateur d'une atteinte d'hémostase primaire, c'est-à-dire un purpura vestigial, des VBIS, des ecchymoses qui sont survenus d'une façon spontanée. Donc, c'est anomalie de l'hémostase primaire. C'est bon. La première cause que je suspecte, c'est la thrombopénie, parce que c'est la cause la plus fréquente, c'est l'atteinte des plaquettes quantitatives. Donc, je fais un hémogramme, je trouve effectivement qu'il y a une thrombopénie à 40 000, 30 000 secondes. Donc, un seuil hémorragique, et le seuil hémorragique qui est inférieur à 50 000, c'est un seuil de gravité élevé inférieur à 20 000. Mon patient, je l'examine, je recherche les signes de gravité qui sont les bulles endobuccales. Je fais un fondé à la recherche d'hémorragie rétinienne, surtout quand le taux de plaquettes est inférieur à 20 000, parce qu'il peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, et les hémorragies des muqueuses. Donc, on recherche ça, on est tranquille, il n'y a pas d'hémorragie, signe de gravité. Donc, je fais un frottis sanguin pour confirmer la thrombopénie. Donc, qu'est-ce que je dois faire également? La moelle pour voir le mécanisme de la thrombopénie. Je trouve qu'il y a des mégas présents, ils sont nombreux. Donc, l'origine et le mécanisme de l'anémie, de la thrombopénie, c'est d'origine périphérique. Donc, c'est une thrombopénie d'origine périphérique. Donc, d'origine périphérique, donc soit c'est médicamenteux, soit c'est par allo-immunisation, c'est surtout les transfusions, soit des auto-anticorps. Donc, il n'y a pas de transfusion. Il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. C'est pour ça qu'il faut, dans l'interrogatoire, demander est-ce que le patient il est sous héparine ou non? Est-ce qu'il est sous aspigique ou un autre médicament ou non? Donc voilà, absence de prise médicamenteuse, absence de l'héparine. Parce que l'héparine, elles peuvent provoquer une thrombopénie, ce qu'on appelle les thrombopénies induites par l'héparine. TIH, thrombopénie induite par les parines, TIH. Donc voilà, médicamenteux, il n'y a pas de prise médicamenteuse. Est-ce que c'est allo-anticorps, donc il n'a pas été transfusé, il n'a pas été exposé à n'importe quelle réaction, donc une immunisation. Très bien. Donc je suspecte que ça vient du corps, donc c'est des auto-anticorps. Des auto-anticorps, donc on a soit les auto-anticorps qui sont secondaires, si, donc, je fais mon bilan étiologique. Je recherche une infection virale. Donc, je fais la sérologie virale. Elle est négative, surtout l'hépatite C et l'hépatite B. Je fais un bilan immunologique. Je recherche donc, est-ce que vous avez des subcutanées? Est-ce qu'il y a des anomalies articulaires ou non? Donc, je recherche une maladie de système. Donc, et je fais également un bilan immunologique d'auto-immunité, les FAN et le bilan de SAPL, syndrome des antiphospholipides.
Il n'y a pas, donc tant mieux pour le patient. Je passe le syndrome lymphoprolifératif, donc je recherche les signes généraux, les adénopathies. Est-ce qu'il a un contexte particulier? Et je fais un téléthorax et échographie à la recherche d'un syndrome tumoral profond. Il n'y a rien. Parfois, on fait même TDM. Donc, il n'y a rien. Très bien. Donc, il n'y a pas de cause de cela. Donc, on a tous ces critères. C'est un syndrome hémorragique évocateur. Il n'y a pas de splénomégalie. La thrombopénie, elle est inférieure à 50 000, donc avec confirmé un frottis sanguin. La moelle, elle est riche en oméga. Et le bilan étiologique, il est négatif. Donc, c'est le purpura thrombopénique auto-humain idiopathique. Donc, c'est purpura thrombopénique idiopathique. Donc, voilà, on pose notre diagnostic. L'évolution, donc on a trois étapes. On a le PTAI qui est nouvellement diagnostiqué, donc du diagnostic jusqu'à 3 mois. On a le PTAI persistant, c'est on traite et le patient est présent toujours un syndrome hémorragique, ça persiste jusqu'à 12 mois, entre 3 et 12 mois, on parle de PTAI persistant. Si ça dépasse les 12 mois, donc on rentre dans la chronicité, on parle de PTAI chronique. L'évolution, elle peut être, c'est une pathologie qui est bénigne, mais qui a des complications qui sont graves, qui peuvent mettre en jeu, peuvent mettre en jeu le pronostic vital, surtout quand il y a le seuil hémorragique qui est à 20 000, signe de gravité, avec signe de gravité. Les traitements de PTI. Donc, il y a les mesures générales et il y a des traitements de premier degré. Les mesures générales, c'est éviter les injections intramusculaires. Donc, si on traumatise le patient, on va provoquer donc un saignement de grande abondance. L'aspirine, les anti-inflammatoires parce qu'ils vont aggraver la thrombopénie. Éviter les sports violents et les activités à risque. Ça, c'est les mesures générales. Traitement de première ligne, c'est la corticothérapie par son action qui est donc c'est action donc action qui agit sur les auto-anticorps. Euh, il va déprimer l'immunité. Donc, il a une action sur les auto-anticorps. Donc, il va déprimer ces auto-anticorps. C'est ça le mécanisme d'action des corticoïdes. Donc, on donne la dose de 1 mg par kilo par jour pendant 3 à 4 semaines. Ensuite, on surveille. Donc, ça, c'est les indications. On ne traite pas PTAI si on a d'autres plaquettes supérieures à 30 000. On traite quand on a d'autres plaquettes inférieures à 30 000. Ou bien, il y a un syndrome hémorragique, même si par exemple, le patient il est à 40 000, il saigne. On doit traiter. Mais s'il est à 40 000, il ne saigne pas, on ne traite pas. S'il est inférieur à 30 000, on traite. S'il y a un syndrome hémorragique, on traite. Ou bien inférieur à 50 000, le patient il est sous AVK. On ne peut pas arrêter les AVK, par exemple. Il a une valve mécanique, on ne peut pas arrêter la valve mécanique. Donc voilà. Euh, Ça, c'est les réponses. Donc, on donne le corticoïde au bout de 21 jours. Donc, normalement, l'ascension des plaquettes, c'est au bout de 8e, 9e jour, c'est bon. Au bout de 2 jours, on a disparition syndrome hémorragique chiquement. Et au bout de 8e, 9e jour, il y a ascension des plaquettes. Donc, on a les trois types de réponses. Soit une réponse complète, c'est-à-dire toute plaquette supérieure à 100 000, soit réponse partielle, toute plaquette supérieure entre et disparition, ou bien réponse partielle, c'est entre 100 000 et 30, entre 30 000 et 100 000, et disparition syndrome hémorragique, échec si le taux de plaquette reste inférieur à 30 000. Donc, on aura ce qu'on appelle, là, c'est la corticosensibilité, notre patient, et les corticosensibles, dans les deux cas, que ce soit rémission complète ou partielle. Donc, on fait une dégression lente sur 3 semaines, après 3 semaines, donc après 21 jours, et on fait une dégression lente, soit 5 mg par semaine ou 10 mg par semaine. Si on a un échec, ce qu'on appelle la cortico-résistance, donc on fait une dégression rapide et rechercher une dose minimale efficace, c'est-à-dire on dégraisse, on dégraisse, on dégraisse jusqu'à obtenir une... Si on dégraisse, par exemple, le patient il est à 30, il n'y a pas de syndrome hémorragique, d'accord? Donc,
Ensuite, on diminue vers 20 mg, il y a apparition du syndrome hémorragique. Donc la dose minimale efficace, c'est 30 mg. Donc voilà, on maintient la dose minimale efficace pour changer le traitement, en attendant de changer le traitement. Si on a un syndrome, le patient, il vient ça, si on n'a pas de signe de gravité, on commence le corticoïde 1 mg par kilo par jour. Si il vient par syndrome hémorragique grave, donc des bulles endobuccales, des hémorragies rétiniennes, on doit hospitaliser le patient, on donne des immunoglobulines qui ont une action rapide sur les anticorps, ils vont déprimer les auto-anticorps, donc on donne des bolus de corticoïdes également pour action rapide. Donc voilà, c'est les immunoglobulines et sur le métropole. La transfusion, elle n'est pas indiquée. Parce que si on transfuse, les auto-anticorps vont détruire les plaquettes, donc ça ne sert à rien. La transfusion dans le PTI, il est réservé vraiment quand il y a le pronostic vital qui est mis en jeu. Risque hémorragie cérébro-méningée, c'est-à-dire si on a trouble de la conscience, si on a des hémorragies rétiniennes de grande abondance. Donc voilà, là où il y a le risque hémorragique très élevé quand on transfuse. Donc on va transfuser de grandes quantités. Donc voilà, avec le bonus de corticoïdes et le bonus d'immunoglobulines. Si on a échec à la corticothérapie, il y a d'autres moyens comme le rituximab qui est un anti-CD20. Il a une action sur les CD20. CD20 se retrouve sur les lymphocytes B qui sont responsables de l'immunité humorale. Donc, ça détruit ces lymphocytes B. Donc, on déprime l'immunité humorale. C'est ça le mécanisme d'action. Il y a le danazole, les immunosuppresseurs, que ce soit l'humiral, l'endoxone, donc ça. Et la splénictomie, elle n'est réservée que à la phase chronique, donc après 12 mois. Et le patient ne répond pas, on fait une splénictomie puisque c'est la rate, c'est le réservoir des plaquettes et c'est là, c'est l'endroit de séquestration. Donc voilà. Troisième ligne, c'est le PTI qui est réfractaire. On peut reprendre après splénictomie, donc on peut reprendre des corticoïdes, on peut reprendre, donc on peut jouer. Ou bien on donne de la thrombopoïétine qui est stimulateur de la mégacariopoïèse, mais qui est à vie. Donc voilà ce qu'on on a parlé un petit peu sur les troubles de l'hémostase primaire, on a vu les différentes euh, euh, étiologies, donc soit atteinte de la paroi vasculaire, surtout les maladies vasculaires immunologiques. On a soit atteinte de facteur de von Willebrand, c'est la maladie de von Willebrand qui est une maladie hémorragique qui est fréquente, soit les problèmes de fibrinogène, ou bien le plus fréquent, c'est les atteinte plaquettaire. S'il y a atteinte de la qualité, on parle de thrombopathie, et la thrombopénie, c'est la plus fréquente. On a vu que la thrombopénie, elle peut être d'origine centrale ou périphérique, donc c'est la moelle qui va permettre de faire la part des choses. On a soit des mégas qui sont présents et nombreux, donc c'est d'origine périphérique, absent et rare, c'est d'origine centrale. Centrale, on a vu, centrale, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de la moelle. Soit la moelle, elle est envahie, donc il y a des cellules qui sont blastiques, donc elle est envahie, donc c'est comme la leucémie aiguë, ou bien métastase, ou bien si c'est pas néoplasique, donc c'est les carences en FAP, carence en FAP, essentiellement au syndrome myélodysplasique, ou bien une moelle qui est pauvre. Dans la plasie médulaire, on va voir c'est quoi la plasie médulaire. Donc ça, c'est d'origine centrale. D'origine périphérique, on a dit qu'il y a trois. Soit allo-immunisation, c'est-à-dire secondaire à une transfusion, etc. C'est des anticorps dirigés contre les plaquettes, mais qui ne viennent pas du corps. Viennent d'ailleurs, donc, lors d'une transfusion, etc. Immunisation. Soit immunoallergique, c'est médicamenteux, soit auto-humain. Auto-humain, on a deux, soit secondaire, soit primitif. Secondaire, c'est tout ce qui est infectieux, surtout les virales, donc VIH et hépatite C, essentiellement. Et on a secondaire à une maladie immunologique, lupus ou syndrome antiphospholipides, ou bien un syndrome lymphoprolifératif, surtout leucémie lymphoïde chronique,
Ou bien, donc voilà, syndrome lymphoprolifératif, soit maladie immunologique, soit infection virale. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, si on n'a pas une cause secondaire, donc c'est pas de PTI secondaire, donc on est dans purpura thrombopénique auto-humain idiopathique. Donc voilà, idiopathique, c'est-à-dire primaire. On a vu ce qu'il faut retenir également le seuil hémorragique, c'est 50 000 plaquettes. Le seuil de gravité, c'est 20 000 plaquettes inférieures ou égales à 20 000. Les signes de gravité clinique, on a les bulles endobuccales, les hémorragie du muqueuse et les troubles de la conscience. Et devant toute thrombopénie inférieure à 20 000, on doit faire un fondé à la recherche d'hémorragie rétinienne. Donc, c'est un signe qui précède un signe de saignement cérébral. Il peut prédire le saignement cérébral. Donc, quand il y a hémorragie cérébrale, hémorragie rétinienne, c'est un signe de gravité majeure et on doit agir rapidement afin d'éviter le saignement cérébral, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire sur... Et il y a le PTAI, il y a des phases, il y a l'évolution, il y a le nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire qui est inférieur à 3 mois. 3 mois à 12 mois, c'est persistant. Supérieur à 12 mois, c'est chronique. Pour le traitement, on agit sur l'immunité et les corticoïdes, ils ont une action d'immunosuppression, donc ils vont agir sur les auto-anticorps. Donc, c'est les corticoïdes qui sont indiqués en première ligne. Indication de traitement quand le patient saigne, il y a un syndrome hémorragique, et le syndrome hémorragique, il saigne ou bien toute plaquette qui est inférieure à 30 000. On traite, on donne le patient. Donc, s'il n'y a pas de signe de gravité, on donne 1 mg par kilo par jour et on surveille. Après 3 semaines, soit on est en réponse complète, c'est-à-dire de plaquettes supérieures à 100 000, soit on est en réponse partielle, il est supérieur à 30 000 de plaquettes, il n'y a pas de saignement. Donc là, on fait une dégression lente, ce qu'on appelle la corticosensibilité, une dégression lente et on se fait. Soit on est en échec, c'est la cortico-résistance, on fait une dégression rapide, c'est la dose minimale, et jusqu'à ce qu'on change de traitement au passé de deuxième ligne. Donc voilà, il y a corticodépendance. Le patient, il est bien, il est en très bonne réponse. Quand on dégraisse, il commence à rechuter. Donc, il rechute. Donc, ça, on parle de corticodépendance. C'est une indication de passer à un autre traitement. Donc, voilà les différentes. Donc, on a soit le PTI et le PTI qui est réfractaire, donc après splénectomie, et il est toujours réfractaire. Donc, ça, ce qu'on appelle échec après splénectomie ou rechute après splénectomie, ce qu'on appelle PTI réfractaire. PTI sévère quand il y a un saignement. Quand il y a un saignement ou signe de gravité ou inférieur, donc il y a des bulles endobuccales, on doit faire des bolus d'immunoglobulines pour agir rapidement et des bolus de corticoïdes. Bien sûr, s'il y a le pronostic vital qui est mis en jeu, on transfuse. Sinon, transfusion n'est pas indiquée. Voilà. Et bien sûr, on rajoute traitement standard qui est corticoïde. Il y a les autres traitements comme le rituximab, les autres immunosuppresseurs. Donc, j'espère que ça a été clair. Que ça a été clair, j'espère que ça a été clair, que ça a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine séance. Ça